Nous avons maintenant une session spéciale sur les inégalités créées par le phénomène de la Covid et en particulier les inégalités chez les seniors. Et nous avons souhaité avoir deux spécialistes de cette question. Le premier, c'est Julien Damon, qui est prof à Sciences Po Paris et aussi intervenant à l'École nationale de la sécurité sociale et qui est un grand spécialiste de la pauvreté et de la protection sociale. Et nous avons après lui Jean-Pierre Michel, qui est un gérontologue bien connu, qui était à l'OMS et a coordonné les travaux de l'OMS sur le vieillissement dans le monde et en Europe, et qui va intervenir aussi sur cette question. Merci. À vous, Julien. Bonjour, on m'a proposé d'intervenir dans le cadre de ce séminaire, webinaire, rencontre numérique, je ne sais plus quels sont les termes que l'on doit employer, sur le thème Covid et inégalité. Et je vais donc vous proposer une dizaine de minutes d'observation et de remarques sur ce gros sujet, sans aucun chiffre, en tout cas sur les slides, sans aucun graphique, sans aucun tableau, mais juste quelques remarques générales versées au débat. Certaines de ces remarques paraîtront évidentes aux experts, certaines paraîtront peut-être trop provocantes. On verra et on aboutira à une conclusion générale. Mais avant la conclusion générale, quand même, il n'y a pas beaucoup de suspense à faire. Ce que je souhaiterais argumenter, c'est que, alors qu'on a souvent entendu parler d'un nouveau monde, d'un monde d'après, qui serait la fin de l'explosion des inégalités que nous connaîtrions pendant la période d'extension de la Covid-19 et des confinements, je pense qu'il n'y a pas de nouveauté dans les inégalités, mais qu'il y a des inégalités qui sont, comme je l'ai écrit en gros sur cette présentation, augmentées, voire exacerbées. Donc, ma thèse, que je propose de nourrir et que je verse au débat, c'est de signaler que cette année singulière 2020 n'aura pas vu de nouvelles inégalités, mais écrit une augmentation, voire une exacerbation d'inégalités qui étaient déjà repérées. Alors, je vais commencer par les inégalités de résidence et de logement. D'une part du côté sanitaire et d'autre part du côté social, l'endroit où nous habitons, où nous avons été consignés, où nous avons été assignés à résidence, où nous avons été confinés, fait une gigantesque différence. Les élites françaises ont la particularité d'être beaucoup en appartement dans Paris, mais la plupart des Français vivent dans un pavillon qu'ils possèdent. Il y a une inégalité forte entre l'endroit où nous avons pu être confinés et, pour les moins favorisés, à des endroits avec peu de mètres carrés, des enfants qu'il fallait gérer, des métiers qu'il fallait tenter de pouvoir exercer, le tout dans un sentiment d'enfermement parfois, quand pour nombre de Français, la période a été à la famille retrouvée dans le logement. Je ne dis pas qu'il y a eu les heureux et les bienheureux, mais il y a eu un dégradé ou à l'inverse une gradation de situation qui fait que la période a été inégalement évaluée et a été très inégalement vécue par ceux qui étaient confinés là où ils sont trop densément peuplés et ceux qui étaient confinés dans des conditions qui parfois étaient même agréables. Ça, c'est du côté social. Du côté sanitaire, bien sûr, les inégalités dans le Covid ont frappé très différemment les zones denses et les zones moins denses. Ceci raconté, je pense que c'est là une des premières inégalités que l'on doit mettre en avant, c'est l'inégalité des lieux de vie. Qui en témoigne, c'est le petit exode urbain que l'on nous a annoncé, qui ne s'est pas totalement vérifié, la démétropolisation qui a pu être repérée parce que éminemment souhaitée, sans que ce soit une vague, sans que ce soit un tsunami, ce sont quand même des mouvements de transformation de notre aménagement du territoire qui va voir peut-être continuer les grandes villes, la principale d'entre elles, Paris, à perdre des habitants pour aller faire revivre les villes moyennes. C'est ça, je crois, que nous avons vécu en termes de résidence et de logement sur un premier plan. Sur un deuxième plan, celui du télétravail, alors j'ai trouvé, en préparant longuement cette intervention, un néologisme qui se prononce
nom se comprend aisément, la télétravaillabilité. C'est-à-dire qu'il y a des métiers que l'on peut exercer de chez soi, d'autres que l'on ne peut pas exercer de chez soi. C'est quand même quelque chose qui, sans être neuf, évidemment, a particulièrement éclaté pendant cette période des confinements. Confinement de printemps, confinement d'automne. Certains peuvent télétravailler, peuvent heureusement télétravailler. D'autres peuvent télétravailler, mais dans des conditions qui sont compliquées, car nous ne sommes pas tous organisés et équipés de la même façon. D'autres encore ne pouvaient plus travailler parce que leurs activités n'étaient pas télétravaillables. Et une autre partie de la population, eh bien, ne pouvait pas télétravailler, mais devait continuer à travailler et heureusement a pu continuer à travailler pour permettre à tout le monde de continuer à, eh bien, recevoir de l'électricité, de l'eau chez soi et surtout, dans les cas graves, des soins. Dernière inégalité du côté de la résidence et du logement, tout le monde a pu s'apercevoir que quand confiné chez soi, avec une possibilité de sortir 1 heure et maintenant 3 heures de chez soi, nous voyions encore plus visiblement à la rue des personnes qui, sans chez soi, ne pouvaient pas être confinées chez elles. Il y a eu des efforts massifs, considérables par le gouvernement et par les associations pour augmenter les capacités d'hébergement. C'est plus 50 000 places d'hébergement pour aboutir à un total aujourd'hui d'à peu près 300 000 places d'offres pour héberger les sans-domicile qui ont été débloquées sur la période. Demeurent tout de même des personnes, parmi les plus pauvres que l'on puisse trouver en France, qui restent toujours à la rue. C'est la vision, la visibilité des inégalités sociales exacerbées par la crise. Autres inégalités qui n'ont strictement rien de neuf, ce sont les inégalités de destin. Les inégalités de destin qui sont trait à ce que tout le monde comprendra, quand je baptise cela rapidement la Zoom éducation, eh bien vous avez des enfants d'âge scolaire, que ce soit du primaire ou jusqu'au lycée, qui sont plus ou moins équipés parce que ils ont ou non accès à un ordinateur, à une connexion de qualité. Ils ont la possibilité ou non d'être aidés par leurs parents. Et à long terme, la crise que nous avons vécue aura un impact parce que il y a eu une dégradation dans la constitution du capital humain. Là, je parle bien comme les économistes et je sais que cette chaire en est friande. Autre chose que les enfants d'âge scolaire, ce sont les étudiants, pèsent très disproportionnellement sur les étudiants aujourd'hui les conséquences d'un confinement qui fait que les cours, disons-le diplomatiquement et rapidement, sont de moindre qualité quand ils passent par les Zoom, Teams et Webex. Inégalité de destin qui ont toujours eu trait à ce qu'est la disparité des situations, mais qui est particulièrement renforcée par les conséquences dans la gestion des confinements. Inégalité majeure, quand même. Cette crise du coronavirus ou de la Covid est une crise sanitaire. Il ne faut jamais l'oublier. Nous oublions peut-être rapidement que début mars, en France, début janvier, quand les alertes ont été internationalement sonné, nous ne savions pas qui allait être démesurément frappé. Que ce qui est apparu, c'est que les personnes âgées étaient les plus premières victimes du coronavirus. C'est apparu tardivement, c'est apparu en avril-mai. De fait, la quasi-intégralité des décès sont des personnes âgées. Donc, la première chose que l'on devrait dire, d'ailleurs, quand on se préoccupe des inégalités Covid, c'est ce premier constat très clair, c'est que le Covid est inégal dans sa mortalité. Elle est inégale, on va dire la Covid désormais. Les premières victimes sanitaires de la crise du coronavirus, ce sont des personnes âgées et les premières victimes économiques, et c'est là qu'on en vient au grand thème de cette chaire et de ces rencontres, ce sont les jeunes. Je dirais tout de même, avant de parler des jeunes rapidement, sur les inégalités économiques, il faut avoir à l'esprit que la crise boursière que nous avons vécue, traversée, peut-être s'est-elle atténuée, la crise qui a trait aussi à une dégradation de certains actifs immobiliers en particulier, a une première conséquence macroéconomique, c'est que ça diminue les richesses et les richesses des plus aisés.
Ce qui fait que vous avez eu sur la période une diminution des inégalités économiques par le haut, tout simplement parce que les plus aisés ont vu leur patrimoine s'amoindrir sur la période. Est-ce que ceci va durer? Probablement non, d'abord parce qu'il y a une grande reprise boursière ces temps-ci. Si on regarde les inégalités froidement, bien oui, il y a eu même une diminution des inégalités par le haut, si j'ose dire. Je pense qu'un des sujets majeurs, celui de cette chaire, ce sont les inégalités générationnelles. Je répète, les victimes économiques de la crise, ce sont les jeunes, quand les victimes sanitaires, ce sont les personnes âgées. Cette période doit s'observer d'abord comme une formidable période de solidarité. Les confinements sont un geste collectif de solidarité à l'égard de tout le monde, mais principalement à l'égard des personnes âgées. Mais ceci retentit dans les comptes sociaux, avec des déficits abyssaux. Ils ont toujours été élevés, les déficits sociaux en France. Ils atteignent des niveaux qui diplomatiquement poussent les experts à parler, ou qui poussent les experts à parler diplomatiquement d'incertitude et au-delà de l'incertitude, de questions ouvertes. Ça veut donc dire qu'on ne sait pas où on va en matière de comptes sociaux. Je résumerai ça pour dire que les inégalités sont assez classiques, mais je l'ai dit plusieurs fois, exacerbées. Il y a des inégalités de classe assez habituelles finalement, que ce soit de localisation ou d'emploi. Enfin, d'abord d'emploi et de revenus, lutte des classes, des inégalités dans la localisation, pavillon ou appartement, grande ville ou ville moyenne ou périurbain plutôt agréable, lutte des places. Et se repose la question aujourd'hui de la lutte des âges, qui, je le sais, est un grand sujet à pondéré parce que les gens s'aiment plus qu'ils ne se sont jamais aimés, ils se sont jamais autant vus grâce au numérique que dans toute l'histoire de l'humanité. Mais dans les comptes sociaux, et à plus forte raison encore pour les années qui viennent, il y a à reprendre ce thème de la solidarité entre les générations. Et je résumerai tout ça par une dernière formule, c'est que pour 2021, car c'est là qu'on verra les problèmes de pauvreté et d'inégalité comme étant vraiment problématiques. 2020 est une année de crise et d'urgence, avec des dépenses sociales qui n'ont jamais été aussi élevées pour permettre de l'amortissement des conséquences de la crise. C'est en 2021 que les inégalités, qui sans être véritablement neuves, seront vraiment révélées, et je propose de les baptiser ainsi déconfinées. Voilà, j'ai fait ceci en 11 minutes 30. Je vous ai piqué 1 seule minute 30 en plus de ce qui m'était imparti. Merci Julien. Merci Julien pour cette intervention. Julien, je vous le rappelle, est intervenant à l'École de la Sécurité sociale et professeur à Sciences Po et grand spécialiste des inégalités. Nous allons maintenant présenter la keynote du professeur Jean-Pierre Michel. Jean-Pierre est membre de l'Académie de médecine. Il a longtemps été le gérontologue de l'OMS et il a souhaité aussi revenir sur ce sujet des inégalités chez les seniors liées à la Covid. Jean-Pierre. Bonjour à tous, je suis le professeur Jean-Pierre Michel de l'Université de Genève. Heureux d'être avec vous pour vous parler de la brutale mise à jour à l'occasion de la pandémie des inégalités sociales silencieuses des seniors. Et pour commencer cet exposé, je voudrais vous dire que la Covid a mis en évidence la réalité d'une France vieillissante. Actuellement, en France, sur 100 personnes, 20 ont plus de 65 ans et 6 ont plus de 80 ans. Ce vieillissement de la population va continuer et en 2050, il doit apparaître que 26 personnes sur 100 auront plus de 65 ans et 11 auront plus de 80 ans. Il est important de noter qu'actuellement, il y a 10,5% de personnes de plus de 65 ans et moins de 74 ans, 6% de 75 à 84 ans et 3% de plus de 85 ans. Et comme vous le voyez très bien sur cette courbe, les plus de 85 ans et les plus de 75 ans vont augmenter de façon extrêmement importante, alors que les plus de 65 ans vont rester stables jusqu'en 2070. À côté de cela, il y a aussi une inégalité de vieillissement par rapport au genre. Et vous voyez très bien ici sur cette diapositive que si à l'âge de 50 ans ou 55 ans, il y a à peu près le même nombre de personnes
de sexe masculin et féminin, le sexe féminin va dominer et aux grands âges, il y aura beaucoup plus de personnes de sexe féminin que de personnes de sexe masculin. Cette féminisation de la société âgée est extrêmement importante à considérer puisque, en fait, le vieillissement est différentiel en France et cette étude sur 36 000 régions, cantons de France montre que s'il y a des cantons avec une population relativement jeune, comme dans la région parisienne, on voit que le centre-France compte environ 40% de personnes de plus de 65 ans. Et il y a une inquiétude majeure parmi les responsables de la disparition de nombreuses communes rurales et en particulier, cela est lié au fait que beaucoup de sujets âgés français vivent seuls à domicile. En fait, on voit très bien dans cette étude des petits frères des pauvres que 48% des personnes de plus de 60 ans vivraient seules à domicile, auraient une activité professionnelle relativement de base, ils vivraient dans un HLM, ils auraient plus de 85 ans, 40% n'utiliseraient pas l'Internet, ils vivraient avec un niveau économique de moins de 1 000 euros par mois, et donc incontestablement, cela pose énormément de problèmes. Ces inégalités, elles sont majeures, puisqu'on sait très bien qu'en France, le patrimoine financier des ménages est relativement bas, 83 000 euros en moyenne, avec bien sûr 10% de plus riches, mais aussi 10% de plus pauvres qui ont très peu de finances. Et à côté de ça, sur le plan patrimonial, la moyenne française s'établit à 220 000 euros approximative. Et une fois de plus, il y a les riches qui ont un patrimoine immobilier assez important et 10% des pauvres qui malheureusement n'ont rien, ou pratiquement rien, et ce qui pose des problèmes majeurs. En fait, si on insiste sur la notion de pauvreté, il faut bien savoir que les sujets de plus de 65 ans, plus de 75 ans, ne sont pas les plus pauvres en France. Et qu'en fait, si la moyenne française qui correspond du niveau de pauvreté qui correspond à une diminution de 60% du niveau économique de revenus moyens, on voit que pour la France, ce taux est de 8,1%, alors que pour les plus de 65 ans, il est d'environ 7,5%. Pourtant, lorsque l'on parle de vieillissement, on doit intégrer ces notions économiques à l'intérieur de la notion de vieillissement qui correspond à ces notions de diminution des réserves physiologiques. Et à ce moment-là, quand il y a ces diminutions de réserves physiologiques, on parle de fragilité. Cette fragilité est souvent associée à de l'immunosénescence, c'est-à-dire une diminution des capacités de l'organisme de réagir contre l'infection, et aussi à des maladies chroniques. Et quand cette infection arrive, comme cela s'est passé pour le Covid, on voit très bien qu'il y a une aggravation de l'ensemble de ces pathologies et que on parle à ce moment-là de personnes qui sont vulnérables lorsque elles accumulent à la fois un problème sanitaire et un problème économique. Et le contexte personnel, socio-économique et social arrive à définir la notion de vulnérabilité et intervient dans les résultats de la prise en soin. Incontestablement, quand on prend les personnes à domicile, on voit très bien que la population âgée souffre de nombreuses maladies chroniques. Ces maladies chroniques atteignent environ les 2/3 des personnes de plus de 65 ans et on voit très bien que ces maladies chroniques vont s'accumuler au fur et à mesure des années. Et l'on parle alors de multimorbidité. Et comme vous le voyez sur cette plaque, les sujets de 80 ans, 85 ans ont 5, 6, 7 maladies. Et les maladies les plus fréquentes sont l'arthrose, la dépression, les cancers, l'ostéoporose, les diabètes et bien sûr les autres pathologies comme les pathologies respiratoires, cardiovasculaires et neurodégénératives. Donc, ces personnes qui ont ces pathologies ont aussi des restrictions dans la vie de tous les jours. Et plus l'âge augmente, plus ces restrictions augmentent. Et on voit que 40% des plus de 85 ans qui vivent à domicile ont des restrictions dans la vie de tous les jours pour les activités de la vie quotidienne. Incontestablement, cette dépendance en France est majeure, puisque en 2017, le nombre des personnes qui bénéficiaient de l'allocation pour personnes âgées handicapées en France était de 1.
7,5 millions, alors que ce coût total de ces dépenses de l'APA a été de 11,3 milliards. Et en fait, dans le proche avenir, on pense que cette augmentation va être extrêmement importante et en 2050, on pense qu'il y aura 4 millions de personnes dépendantes en France. Ces personnes dépendantes vivent essentiellement à domicile lorsqu'elles sont jeunes et en institution lorsqu'elles sont vieilles. Et en institution, le nombre de ces personnes institutionnalisées augmente avec l'âge. Il y a beaucoup plus de femmes âgées en institution liées à leur veuvage, liées à leur incapacité de faire face aux activités de la vie quotidienne. Les hommes sont beaucoup plus rares et moins fréquents en maison de retraite. Par contre, dans tous les cas, on constate que les personnes qui vivent en maison de retraite ont des incapacités fonctionnelles dans la vie de tous les jours extrêmement importantes. Et vous voyez à peu près, quel que soit l'âge, entre 65 et 85 ans, on voit que les personnes qui sont en maison de retraite ont environ 60% d'incapacité dans la vie quotidienne et aussi, en plus, souvent des pertes d'autonomie. Cela explique qu'en fait, il y a des régions qui sont extrêmement atteintes par cette dépendance, et en particulier les régions du centre, et on voit qu'il y a une inégalité au niveau de la répartition des établissements dits EHPAD. Ces EHPAD, il y en a établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, il y en a 11 000 en France. Un peu moins de 50% d'entre eux sont publics, et cela représente 800 000 lits qui sont occupés généralement à 97% par des personnes âgées qui ont une moyenne d'âge de 85 ans. Le coût annuel de tous ces soins de longue durée est à peu près d'environ 11 milliards et il ne faut pas oublier qu'il y a en plus des frais de reste à charge qui sont relativement importants pour les familles et les personnes résidentes. Alors, quel est le rôle des EHPAD? Le rôle des EHPAD a extrêmement changé jusqu'à présent. Avant, il s'agissait d'un lieu de vie. Maintenant, il s'agit plus d'un lieu de soins. Est-ce que ces deux choses sont compatibles? De toute façon, ce qui est apparu évident au cours de la pandémie, c'est qu'il y avait un manque majeur de soignants qualifiés avec une rotation extrêmement importante du personnel. Lieu de vie, lieu de soins ou lieu de mort, et on voit de plus en plus que dans la population âgée, les lieux de mort sont essentiellement les établissements hospitaliers, sont rarement dans un quart des cas le domicile, et de plus en plus pour les personnes très âgées, les maisons de retraite, les EHPAD, et on voit que cette augmentation continue à se faire de plus en plus importante avec l'âge. Donc, en fait, ce que l'on oublie, c'est que la mort est unique et que chaque mort dépend non seulement du contexte de vie et du contexte de mort de la personne, il dépend aussi du droit de vie, du droit de mort et, de plus, des droits moraux, des droits légaux, sans oublier, bien sûr, le problème de la spiritualité qui caractérise chacun d'entre nous. Alors, dans ces conditions, devant ces réalités d'une France vieillissante, le Covid a mis en évidence d'importantes inégalités. Et ces inégalités sont essentiellement dites des inégalités sociales. Une inégalité sociale est le résultat d'une distribution inégale des ressources de la société entre ses membres. Cette distribution inégale est due aux structures même de la société et elle fait naître un sentiment légitime ou non d'injustice au sein de ses membres. Et en fait, ce Covid a révélé 4 types d'inégalités. Des inégalités sanitaires, des inégalités de droit, des inégalités de ressources et des inégalités qui sont liées aux stigmatisations de la société. Si l'on parle des inégalités sanitaires, je voudrais d'abord insister sur le fait que quand on regarde les actes de SOS Médecins durant cette crise Covid, on voit que les soins de SOS Médecins ont été essentiellement distribués aux adultes jeunes et aux adultes d'âge moyen. Mais en fait, lorsqu'on regarde la mortalité en fonction de l'âge, on voit très bien que les adultes d'âge moyen ont eu une mortalité relativement basse et que cette mortalité des aînés a été extrêmement, extrêmement importante. Donc, en fait,
on voit très bien qu'à côté de cette inégalité dans la mortalité des aînés, il y a d'autres problèmes d'inégalité. D'une part, il y a très peu de politique de prévention en France, mais cela, c'est commun dans tous les pays européens et du monde. Les personnes âgées ont eu plus peur que les autres du fait de tomber malades, et le fait de savoir qu'il n'y avait pas de traitement était vraiment quelque chose qui les a considérablement ennuyés. De plus, lorsqu'ils se faisaient tester, ils avaient la crainte de devoir être isolés, et cela ne faisait qu'augmenter leur désespoir. Enfin, ils entendaient des informations concernant le clivage entre le secteur public et le secteur privé. Ils entendaient des choses absolument horribles sur la limitation de l'accès à l'information, et nous reviendrons sur ce problème d'information, mais surtout accès aux services médicaux et l'utilisation de l'âge comme un critère décisionnel de savoir s'ils pouvaient ou non bénéficier des soins, avec un triage des cas en fonction de l'âge, ce qui a été vraiment très très mal perçu par l'ensemble de la population et de la communauté. À côté de ces inégalités sanitaires, d'autres inégalités sont les inégalités sociales ou de droits sociaux. Et en fait, bien sûr, comme je l'ai montré précédemment, il y a d'énormes inégalités environnementales, et les personnes vieillissantes et âgées ont eu énormément de mal à appliquer la distanciation sociale, à appliquer les mesures barrières, et ils ont bien sûr été complètement choqués par la dématérialisation de très nombreux services, et enfin par le fait que les informations qui ont été diffusées par les radios, les télévisions étaient extrêmement contradictoires. Enfin, ils ont su que le personnel soignant était restreint, que le personnel soignant était surchargé, était fatigué, et que cela était valable pour la communauté comme pour l'hôpital. Et en fait, ce qu'ils ont plus souffert, s'ils étaient à domicile, c'était la solitude et l'isolement. Et s'ils étaient en maison de retraite, il y avait aussi cette notion de ghettoisation des maisons de retraite, mais aussi de cet isolement, solitude et isolement. Et en fait, le fait dans les maisons de retraite de restreindre les contacts a été vraiment très très mal perçu par les aînés et par les familles. Et Marie de Henzel vient de publier un livre qui en dit long sur le fait qu'on a interdit souvent aux personnes, aux familles, de dire adieu à leur famille, à leurs mourants, ce qui a été vraiment catastrophique. Alors, à côté de ces choses très négatives, il faut avoir un sourire en pensant à tous les élans de solidarité qui ont été observés dans la communauté. Et en fait, ces élans de solidarité ne doivent pas en faire oublier qu'en même temps, il y avait des critiques au niveau des ressources. Ces critiques au niveau des ressources concernaient d'abord le problème de la retraite. La France est un des pays où la durée de vie en retraite est une des plus importantes, du fait de l'augmentation de l'espérance de vie et d'une diminution de l'âge de la retraite. Et déjà, il y a eu quelques critiques en disant « Ah oui, mais ces personnes âgées, elles bénéficient de la retraite » en oubliant vraiment que ces retraites étaient acquises par de longues années de travail. En fait, il y avait une deuxième récrimination qui est apparue de partout dans la presse, c'est le coût des soins. Et on voit très bien que si on analyse le coût des soins de la population âgée française qui est extrêmement élevé, elle est liée essentiellement au fait que les Français ont la chance de mourir après l'âge de 70 ans, et environ 80% de ces coûts sont liés justement à des dépenses de santé dans la dernière période de vie. Et incontestablement, le Covid a augmenté ces coûts de santé dans cette dernière période de vie. Alors, ces notions qui paraissent un petit peu désaxées par rapport à mon propos, elles sont complètement illustrées par le fait qu'il y a eu des problèmes entre les générations concernant le financement des retraites, concernant les coûts de santé, concernant la précarité économique qui ne touchait pas que les âgés, mais l'ensemble de la population. Il y avait ces inégalités territoriales que j'ai bien montrées au début de mon exposé, qu'il y avait des dépenses de soins sociaux qui étaient pas couverts par les systèmes de sécurité actuels. Et en fait, il y avait des restes à charge qui étaient extrêmement importants pour les sujets âgés. En fait, tout cela
fait que quand on aborde les stigmatismes liés à l'âge, on voit très bien qu'il faut d'abord penser à l'agisme. Et l'agisme que j'ai essayé de décrire déjà sur le plan économique est en fait l'association de stéréotypes, de préjudices, de discriminations fondées sur l'âge. C'est un sentiment que la jeune population ressent par rapport à la population âgée, et incontestablement, cela est bien illustré par un terme qui est apparu récemment et à tous les niveaux de la société, et qui dit que les personnes âgées sont traitées de OK boomer par les jeunes générations, stigmatisant le préjudice de cette classe d'âge âgée. Et en fait, il ne faut pas oublier que c'est peut-être aussi une réponse à un autre concept qui est celui de l'adultisme, qui est en fait le pouvoir que les jeunes générations exercent sur les plus jeunes générations. En fait, ce clivage entre les différentes classes d'âge est important à considérer, car à côté de cette stigmatisation de l'âge, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres stigmatisations, des stigmatisations ethno-raciales, des stigmatisations économiques, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et de plus, il y a un phénomène extraordinaire qui est apparu pendant cette crise Covid, c'est la révélation de l'électronisme global de la population. Environ moins de 10% de la population des plus de 75 ans ne savent pas utiliser l'Internet. Et donc, cette fracture technologique, une fracture technologique importante est apparue entre les jeunes générations qui utilisaient ces moyens de communication et la vieille génération qui n'était incapable d'utiliser ces moyens. Et c'est très bien illustré par les progrès majeurs que l'on voit actuellement dans la technologie qui apparaît même dans les soins aux personnes âgées et qui pose incontestablement problème de déshumanisation de la société des très âgés. Alors, devant de telles constatations sur la réalité d'une France vieillissante, sur la mise en lumière de toutes ces inégalités que nous avons pu constater ces derniers mois, eh bien, il faut essayer de penser aux vieux de demain. Et comment penser aux vieux de demain, sinon en réfléchissant à ce que les jeunes d'aujourd'hui pensent et aussi comment ils agissent. Et de plus en plus, on voit que dans ces livres qui apparaissent aujourd'hui, il apparaît que les jeunes de 20 ans apparaissent de plus en plus comme une société qui s'est horizontalisée et qui a de moins en moins tendance à penser aux plus anciens. Et c'est pour ça que, au niveau il est important de penser de plus en plus à essayer de profiter de cette occasion de Covid pour essayer de réinitialiser la société, comme le propose en particulier Claude Schwab. Avec ça, je vous remercie infiniment de votre attention en vous montrant une image d'un thank you donné aux soignants à la porte d'un hôpital. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions.